Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Oui, bonjour, le CPP démarre. J'entendais mon téléphone sonner. En fait, mon téléphone est derrière la vitre. Il est dans la régie. Je l'entendais sonner. Je cherchais sur moi. Je me suis dit que je l'avais oublié. Merci. Vous êtes bien sur Radio M, le Café Presse Politique, l'avant-dernier de la saison 7, ne se tient pas le mercredi, se tient le jeudi pour toute une série de raisons, notamment parce que j'étais relativement souffrant hier. J'ai fait mon test, je ne suis pas Covid, je suis bien content de ne pas l'être et très content de recevoir avec nous aujourd'hui Akram Khalif de retour. Akram Khalif qui est notre canari pour ce qui concerne le Covid. C'est lui qui nous dit, comment on y résiste parce qu'il était des premiers à l'avoir eu et d'en être revenu. Hein, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en présentiel. Il a intervenu à distance plusieurs fois dans le Café Presse Politique. Merci beaucoup à Jafar Khdari d'être fidèle au CPP, de se rendre disponible à chaque fois qu'il y a des enjeux d'analyse importants sur lesquels il a en particulier un point de vue. Merci d'être avec nous. Merci. Je présente encore le CPP aujourd'hui, le 35e en l'absence de son présentateur attitré, Khaled Drarni, qui passera ce soir sa 273e nuit en détention avant d'être libéré dimanche prochain. C'est une première que nous donnons sur le Café Presse Politique. Et on aurait pu la donner parce qu'en fait, si j'en parle, c'est pour indiquer la tendance. En ce moment, on a le sentiment on est dans une phase d'élargissement. Et c'est le sujet de ce Café Presse Politique. Mais ce sont des élargissements qui touchent... tu parles de Khaled Nazar. Je parlais de Khaled Nazar et d'autres responsables de la période précédente et pas de Khaled Drarni. J'ai fait exprès de dire Khaled Drarni parce que Khaled Drarni, malheureusement, il n'y a encore rien sous le soleil qui se présente, même si nous, ses collègues, ses amis, on va dire les militants du Hirak au sens large et tous les assoiffés de liberté, espérant toujours sa libération au plus vite et pourquoi pas avant la fin de cette année-là. L'année 2020 avait débuté le 2 janvier avec des libérations. 70 détenus avaient été libérés et n'a pas été suivi par le même état d'esprit, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pendant cette émission, on espère avoir Maître Nabil Asmaïl qui va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe et analyser la situation, à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique, parce que Maître Nabil Asmaïl a cette lecture et cette capacité à décrypter les enjeux politiques qui souvent sont portés et exprimés par des procédures judiciaires. Il attendra. Oui. Alors... On pourra ensuite avoir peut-être Maître Khaled Bourayou sur les mêmes dossiers, les uns après les autres. Voilà, c'est la richesse de ce Café Presse Politique qui va, je l'espère, vous aider à comprendre ce qui se passe. Le thème du jour, c'est on est 24 décembre. Il y a une année, c'était le jour des funérailles du général Ahmed Gaïd Salah, décédé d'une crise cardiaque. Et on avait le sentiment qu'il y avait un épisode qui se terminait. Le 24 décembre 2020, il y a une série d'événements qui nous laissent penser que c'est la deuxième mort, ou la mort symbolique de Ahmed Gaïd Salah. Le retour de Khaled Nazar, on va en parler. Le fait qu'aujourd'hui, Maître Santeni nous informe que le général Toufiq est depuis plusieurs mois en convalescence en dehors de la prison. Voilà, encore un embastillé, entre guillemets, du fait de Ahmed Gaïd Salah. Et puis surtout, en début de semaine, ou à la fin de la semaine dernière,
cette sortie de Tléba, qui était donc un partenaire de la famille Ahmed Gaïd Salah dans le business Annaba, qui balance sur les quatre frères fils, enfants de Ahmed Gaïd Salah. Évidemment, ce sont des accusations que lui porte, que nous ne sommes pas obligés d'endosser, mais qui viennent apporter une charge supplémentaire ou jeter une pierre supplémentaire dans le jardin du clan Gaïd Salah. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, au bout d'une année, c'est pas surtout la sortie de la galaxie Gaïd Salah à laquelle on a vécu. Et tout d'abord, on voulait comprendre un peu avec Maître Dalila, avec Maître Nabil Asmaïl. Merci beaucoup, Maître, de nous avoir rejoints, un peu à la hussarde. Il faut qu'on le dise à nos amis auditeurs. On vous a appelé il y a quelques minutes pour nous éclairer sur la faisabilité, sur un plan strictement juridique, du retour du général Nzar, on s'y perd, du général Nzar en Algérie. C'est un sujet qu'on n'avait pas envisagé nécessairement de traiter il y a quelques jours quand on préparait le menu de ce café presse politique, mais on s'est rendu compte que dans les réseaux sociaux, dans le Hirak, dans tous les gens qui ont cru à une page qui était tournée, c'est finalement un sujet qui est important. Enfin, moi, j'avais un peu du mal à considérer qu'un vieux général à la retraite pouvait décider du sort de l'Algérie, mais il semble qu'il y a une partie de nos concitoyens qui le pensent. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que réellement il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été vidé par le général Nzar à son retour supposé depuis quelques semaines en Algérie? Bonsoir tout le monde, bonsoir à nos chers auditeurs. Il est vrai que je ne m'étais pas préparée à cette invitation, merci de m'avoir invité, mais il est sûr que je ne suis pas très spécialiste du tribunal militaire. Il y a beaucoup de confrères qui en ont fait, qui sont beaucoup plus informés, beaucoup plus expérimentés que moi dans ce genre de procès qui obéit à des procédures tout à fait spéciales, tout comme son nom l'indique. Mais en ce qui concerne le tribunal militaire de Blida, il a tout à fait le droit de décerner et de rendre et de prendre un mandat d'arrêt international. Mais le problème qui se pose, c'est est-ce que les pays vers lesquels il a été envoyé ce mandat d'arrêt peut refuser ou peut répondre à ce mandat d'arrêt et l'exécuter, parce que là c'est un mandat qui est lancé. Est-ce qu'il a été lancé d'abord? Est-ce que ça n'a pas été un effet d'annonce? Parce que vous savez, pour envoyer un mandat d'arrêt international, il faudra envoyer une copie du dossier. Est-ce que le copie du dossier a été envoyé à l'instance, au pays vers lequel on a envoyé ce mandat d'arrêt? Il faudra savoir est-ce qu'il a été envoyé. Et la chose qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a le parallélisme des formes. Il faudra que le pays chez qui on a envoyé ce mandat d'arrêt doit d'abord, lui, avoir instauré le mandat d'arrêt militaire. Et s'il n'y a pas dans sa loi, il ne va pas exécuter un mandat d'arrêt émanant d'un tribunal militaire. Parce que déjà, les mandats d'arrêt qui émanent d'un tribunal ordinaire, ils ne sont pas exécutés. Parce qu'il y a des conventions et il y a beaucoup de choses. Mais dans le cas de Khaled Nzar, il faut retenir une chose, c'est que Khaled Nzar n'a pas été livré au pouvoir algérien. Il est venu tout seul. Et je ne peux pas dire qu'il est venu vider un mandat d'arrêt, parce que ce mandat d'arrêt, pour qu'il le vide, il faut qu'il ait été diffusé. Donc, Khaled Nzar, d'après ce qu'on a lu dans la presse, et d'après ce qui a été dit, est rentré au bord d'un jet présidentiel. Donc, on lui a envoyé un avion pour le rapatrier. Donc, il n'est pas rentré pour vider un mandat d'arrêt. Il est rentré parce qu'on lui a demandé de rentrer. Donc, je pense que c'est plus un acte politique ou un acte qui obéit à un accord qu'une procédure judiciaire. Donc, moi qui n'a pas le dossier, moi qui ne sais pas, qui n'a pas la preuve du dossier que ce fameux mandat d'arrêt a été diffusé, je ne peux pas parler de vider ou de parler d'aller faire une opposition avec un numéro d'écrou, non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Parce que quand on parle de procédure, c'est toute la procédure qui doit être respectée, mais quand on parle de quelqu'un qui était à l'étranger et qui rentre parce qu'on lui a envoyé un avion et qui rentre le plus normalement du monde et on lui, d'après l'article de l'OTAN, même il a eu droit aux salutations militaires et tout, donc il est rentré chez lui. Je ne peux pas dire qu'il est venu suite à ce mandat d'arrêt. Donc on n'en parle plus. Maintenant, quelle est la suite à donner à sa condamnation? Là, il a un jugement par contumace. Il va aller faire son opposition le plus normalement du monde et il passera en justice
comme tout le monde. Est-ce qu'il va bénéficier de l'éventuel relax qui attend ses co-accusés? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais toujours est-il que cette façon de faire prouve réellement que on est en train ils sont en train de nettoyer les dégâts occasionnés par les actions. Alors, Maître Smaïl, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a de beaux esprits qui nous ont fait le reproche, nous, journalistes plutôt sympathisants avec le Hirak, de ne pas avoir protesté contre le fait que commandant Bourg Allah Rahmou et d'autres activistes du Hirak avaient été libérés selon des procédures qui ne respectaient pas le code de procédure pénale, notamment le 2 janvier 2020, j'en parlais au début de l'émission. Et donc, on s'était surtout réjoui de leur élargissement. Et parallélisme des formes, encore une fois, la procédure est, semble-t-il, pas respectée. Pourquoi on va insister surtout sur le fait qu'elle ne soit pas respectée, alors que dès le départ, on savait qu'il n'y avait pas de complot et que, a fortiori, le général Nzar, s'il devait y avoir un complot, était tout à fait à la marge, puisqu'il s'agit d'un échange de coups de fil avec Saïd Bouteflika. Et donc, à la limite, on répare avec une infraction au code de procédure pénale quelque chose qui était déjà une infraction au code de procédure pénale. Écoutez, bon, je n'ai pas envie de faire le parallèle parce que c'est vraiment incomparable. Khaled Nzar a fait les frais d'un désaccord avec Gaïd Salah, et Gaïd Salah s'est vengé de tout ce qu'il dérangeait. Il est vrai que je ne peux pas, je m'interdis même de faire le parallèle entre le mal qu'il a fait aux jeunes du Hirak et à Amir Khadar Biyahmo et ce qu'il a fait à Khaled Nzar. Tout ça, il le fait d'un homme qui a abusé de son autorité pour transformer la justice, la procédure et la loi en un moyen personnel pour sévir et faire du mal à tous ceux qui le gênaient. Maintenant, que Amir Khadar et que les activistes du Hirak qu'il a jetés en prison pour l'emblème Amazir, qu'ils aient été emprisonnés, condamnés, malmenés, pas parce qu'on a violé la procédure et alors qu'il n'y avait aucune infraction. Ça, c'est une injustice. Maintenant qu'il est poursuivi et chassé Khaled Nzar pour des raisons personnelles, je ne peux pas faire le parallèle. Je sais qu'un homme a usé de sa fonction pour faire de l'Algérie ce qu'elle est devenue maintenant. Maintenant, une année après sa mort, hier c'était une année après sa mort, on essaie de réparer le tort qu'il a fait à un groupe du système, mais on n'a pas réparé le tort qu'il a fait aux jeunes du Hirak qui font encore l'objet de poursuites. Et ça, c'est pas juste. Qu'on essaye de réparer le tort qui a été fait à Toufir, à Saïd Bouteflika et à Tartag et à Nzar, parce qu'ils disent que c'est des victimes de Gaïd Salah, et qu'on essaye maintenant de jeter en pâture ses enfants parce que leur protecteur n'est pas en Algérie. Ça, c'est vraiment une injustice, parce qu'il y a beaucoup de victimes de Gaïd. Vous dites leur protecteur n'est pas en Algérie, vous insinuez, Maître Smaïl, que c'est le président Bouteflika, le président Tebboune qui est le protecteur des enfants de... Il l'a déclaré lui-même. Je ne peux que reprendre ce qu'il a dit. Qu'ils étaient sous la protection du président Tebboune. Ça, c'est tout le monde qui le sait. C'est pas un secret. Je viens pas de dévoiler quelque chose qui est méconnu de tout le monde. Mais que cette réparation soit réservée à une catégorie de victimes de Gaïd et qu'elle ne soit pas réservée, et aucun des détenus n'a été réhabilité. Amel Khadar Bourgaha est mort avec une condamnation sur le dos. Il est mort il a emporté avec lui cette condamnation. Oui. On ne peut pas imaginer qu'il y ait réparation quand on n'a pas réhabilité tout le monde. Et moi, je suis de ceux qui disent, je parle sur le plan purement juridique et j'en assume l'entière responsabilité, j'assume ce que je vais dire, c'est que le procès qui a été intenté à Ouiza Hannoun, ils sont ce qu'ils sont. Bon, quand je parle de Toufir, de Tartag et de Saïd Bouteflika, on a toujours dit qu'ils ont été arrêtés pour ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils n'ont jamais été condamnés pour ce qu'ils ont fait. Donc arrêtons. Cette pauvre justice, ils l'ont trop malmenée. Et c'est valable pour le général Nzar. Et c'est valable pour le général Nzar. C'est vraiment valable pour lui, parce que lui, il ne faut pas oublier qu'il a été entendu comme témoin dans cette affaire. Et c'est parce qu'il peut-être qu'il a eu vent qu'il allait être arrêté qu'il est sorti.
Il est sorti alors qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre lui. Oui. Ils auraient pu l'arrêter dans les frontières. Ils auraient pu, la police des frontières aurait pu l'arrêter, l'empêcher de sortir. Il n'y avait aucune ordonnance l'empêchant de quitter le territoire national. Il est devenu prévenu et il a été condamné par contumace à 20 ans de prison alors qu'il était là-bas. Donc il y a eu un acharnement qui a pris la forme d'une condamnation. Donc si on veut réparer, il faudra réparer pour tout le monde. Parce que si on considère que maintenant, il y a un bourreau, que maintenant qu'il est mort, c'est Gaïd Salah, maintenant qu'il est mort, on va commencer à réparer, il faudra tout réparer. Il faudra réparer la répression, il faudra réparer l'imposture, il faudra réparer des élections qu'il a imposées à un peuple, il faudra réparer beaucoup de choses. Tout ça c'est la suite du débat du Café Presse Politique. Merci beaucoup, Maître Nabil Asmaël, de nous avoir installé le décor et de surtout nous avoir éclairé sur le plan de la démarche juridique. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Je rappelle que nous vous avons appelé il y a juste 10 minutes pour vous demander de nous donner votre point de vue sur la procédure. Merci beaucoup. Merci à Texaha. Sur un autre sujet. Merci. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Jusqu'où peut aller le retour de Manivelle, ce retour de Manivelle, d'après vous? Est-ce qu'on peut imaginer que ça aille beaucoup plus loin? Moi, je pense notamment à une autre victime, il y en a tellement, de Ahmed Gaïd Salah, le général à la retraite à l'Irderi. Oui, je pense qu'Ali Rderi va probablement sortir de prison. C'est un tort qui va être réparé parce qu'on le rappelle, Ali Rderi est quand même en prison depuis plus d'une année pour pratiquement rien. On a vu que son dossier était vide, il a été vidé encore plus et qu'il a subi une instruction qui a duré plus d'une année pour absolument rien. Mais contrairement à ce que tu disais, moi je pense qu'il ne faut pas regarder ce qui est en train de se passer sous le prisme de la lutte ou disons l'effacement de ce qui a été fait par Ahmed Gaïd Salah en tant que personne. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui à l'intérieur du pouvoir en Algérie une personne qui veut s'en prendre à Gaïd Salah personnellement, d'autant plus qu'il n'est pas là. Par contre, j'en avais parlé déjà en février ici, il y a un édifice bâti par Ahmed Gaïd Salah depuis 3-4 ans, pendant 3-4 ans, qui doit être démantelé par ce pouvoir, parce qu'il y a eu une concentration des pouvoirs de manière totalement anormale, et Ahmed Gaïd Salah avait transformé les Tagarins en une sorte de citadelle, d'ailleurs j'avais employé ce terme, qu'il fallait démanteler. Il fallait avoir un MDN seul, un état-major seul, et il fallait sortir certains services, certaines administrations de l'emprise des Tagarins d'Ahmed Gaïd Salah. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de voir est plus du démantèlement de cette structure qui était un épiphénomène, qui devait servir à faire une transition décidée par Ahmed Gaïd Salah plutôt qu'une insulte à sa mémoire ou une seconde mort d'Ahmed Gaïd Salah. Moi, je le vois comme ça. Enjeu politique, mais on voit pas c'est tout à fait sur quoi ça va déboucher tout cela. Effectivement, ça prend les allures de manière spectaculaire l'effacement de l'héritage de Ahmed Gaïd Salah, mais sans que cela prête à conséquence au niveau politique, puisque les feuilles de route déployées par Ahmed Gaïd Salah, répression, reconstruction d'une vitrine politique avec un homme, Abdelmadjid Tebboune, tout cela continue à être consolidé par ceux qui sont venus après lui. Consolider n'est pas le mot, parce qu'il y a quand même l'échec patent de cette feuille de route. C'est d'ailleurs une des dimensions du problème, parce qu'il est évident que si la feuille de route avait fonctionné, notamment par exemple avec le référendum, on serait probablement dans un cas de figure différent. Et donc, disons que ceux qui ont été mis en place par Gaïd Salah seraient dans une position beaucoup plus forte. Ils ne le sont pas, entre autres, à cause de cet échec. Donc la crise, effectivement, rappelons que la crise, enfin, la révolution plus la crise,
qui a conduit du 5e mandat au Irak, elle a deux aspects distincts. Et même s'ils sont connectés, ils sont distincts. C'est la crise interne du système qui a conduit au 5e mandat et toutes les péripéties qu'on voit, qui continue, qui est une des dimensions fondamentales qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les analyses de la situation, mais qui continue. Et d'ailleurs, une des thèses qui avait été annoncée officiellement, c'est de dire que le Hirak n'a plus de raison d'être parce qu'on a tout fait, que les choses sont stabilisées. Maintenant, Bouteflika est parti, etc. On voit bien aujourd'hui qu'on revit encore une suite de cette crise interne au système qui met en cause la tutelle de certaines institutions sur l'État, qui est déstabilisatrice et pour l'État et pour l'institution elle-même. Parce que c'est que ça, quand même, ça concerne tout de même un ministre, un ancien ministre de la Défense qui est quand même condamné à 20 ans par contumace et puis qui revient avec les honneurs militaires. Donc on voit bien que c'est l'État qui est quand même aujourd'hui, non respecté dans les décisions de ses principales institutions. Et ça pose effectivement un problème politique énorme. Alors je tiens à dire que ce que nous vivons, c'est la répétition de ce que nous avons vécu dans le passé. Je vous rappelle qu'il y a un ministre de l'Énergie qui lui aussi a fait l'objet d'un mandat international, et qui lui aussi est revenu gentiment, et on a dit que non, il n'y a jamais eu de mandat international. On a eu exactement le même débat que celui qu'on a aujourd'hui. Et on voit bien le problème de fond, c'est la faiblesse des institutions. Parce qu'il n'y a aucun fonctionnaire d'une des juridictions, y compris la Cour suprême, ou comme de la même manière qu'il n'y a pas eu de prise de position de la Cour constitutionnelle lorsqu'il y a eu cette aberration du 5e mandat, on voit bien que les institutions sont faibles, elles sont vidées de leur contenu, ce sont des institutions de façade. Et c'est ça le fond de la crise qui nous amène au Hirak et à la nécessité d'une refondation. Nous en avons aujourd'hui à nouveau une illustration. Et c'est pas la question, encore une fois, je suis d'accord, Guédiri n'a rien à faire en prison. Je dirais même que les généraux Taufir, Taltak, etc., ils sont accusés pour les motifs d'inculpation sont ridicules, dérisoires. C'est absolument incroyable qu'on les ait mis en prison pour ça. Ils ont rencontré des personnes politiques, mais c'est leur fonction qui les amène à ça. Qu'on les ait condamnés là-dessus sur le soupçon de complot contre l'État, c'est hallucinant. Que des juges aient accepté de les condamner pour des motifs aussi absurdes, c'est ça qui est inquiétant. Mais j'ajoute, bien entendu, et c'est ça le fond du problème, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un régime, concernant les condamnations politiques, on est dans un régime d'arbitraire absolu. Il n'y a pas d'état de droit dans ce domaine. C'est l'arbitraire absolu. Maître Khaled Bourayou, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Est-ce qu'il y a réellement une comparaison entre le retour de Chakib Khalil, il y a quelques années, après le mandat d'arrêt international supposé avoir été émis par un certain M. Zermati à l'époque, et le retour de Khaled Nazar. Je vais vous laisser répondre, mais en même temps, j'aimerais bien que vous nous précisiez, est-ce que vous faites partie de l'instance de défense du général Nazar? Vous l'avez déjà défendu il y a quelques années à Paris. Est-ce que cette fois, vous l'avez assisté juridiquement à Blida? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, la différence, c'est que il y a un mandat international contre Chakib Khalil qui a été, en fin de compte, décerné par le juge d'instruction, alors que Khalil devait bénéficier du privilège de juridiction et que le mandat d'arrêt soit donc décerné par un juge choisi par la Cour suprême. Donc il est venu, ce qui est un peu, je dirais, anormal, c'est qu'il soit accueilli par le wali en tant qu'autorité. Monsieur Zerlan. Oui. Oui, mais enfin, si on lui a donné l'ordre, le wali, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été l'attendre. Oui, mais le wali lui-même a des pouvoirs de police, en fin de compte. Oui. Et dans le cas du général Nazar, de quoi il s'agit exactement? D'après les informations que j'ai, qu'il s'agit d'une condamnation par contumace. Il revient, en fin de compte, la loi dit en principe, si un mandat d'arrêt il doit être vidé, mais il peut, pour des considérations liées probablement à sa santé ou des considérations d'autres, le mandat d'arrêt peut être mis en marche à la veille du procès. D'accord.
Oui, donc il pourra attendre jusqu'à la veille de son procès pour le vider. Oui. C'est voilà, c'est ce qui pourrait expliquer qu'il soit chez lui pour le moment, en attendant. Et ça, c'est une pratique qui a été usitée autrefois. Hein. D'accord. Dans quel cas? C'est pour des personnalités. Je sais que c'est une pratique qui a été usitée. Oui, j'ai envie de saisir cette occasion pour dire qu'on aurait beaucoup voulu qu'elle soit utilisée pour notre collègue Saïd Boudour à Oran, qui est à peu près dans la même situation, qui a été condamné parce que c'est un lanceur d'alerte qui a qui a éventé le business de Monsieur Hamel à Oran, bien avant l'affaire pas du cannabis, donc de la cocaïne, merci. Enfin, c'est un produit tellement... On a peur de prononcer le nom. Et qui malheureusement n'en a pas bénéficié. Il a été condamné par contumace et devra vider en prison. C'est juste pour prendre des formes parallèles. Vous ne considérez pas que le général Nzar bénéficie quand même d'un contexte politique changeant aujourd'hui qui est en train de remettre en selle ceux qui ont été pourchassés par Ahmed Gaïd Saleh? Je pense de toute façon il a dû discuter avec le président de la Cour, au niveau de Blida. Ou peut-être il a dû exposer sa maladie, ou je ne sais pas quoi, mais toujours est-il qu'il n'aura pas à vider le mandat d'arrêt dans le cas d'une incarcération. Oui. Vous avez défendu le général Toufiq au procès de Blida, maître Khaled Bourayou. Hein? Oui. Alors la dernière nouvelle qui est sortie, maître Santéné l'a livrée aujourd'hui, c'est que le général Toufiq est convalescent à l'extérieur de la prison. Vous le confirmez? Je ne pense pas. D'accord. Donc, je ne pense pas. Il est en soi, en principe, dans le contexte de l'hôpital. Mais je ne crois pas qu'il soit quand même libre de ses mouvements. Hein. Dans ce cas, il n'a qu'à être chez lui. Alors, est-ce que vous envisagez, vous, quand vous voyez l'arrêté de la Cour suprême, donc qui va faire rejuger ce procès pour une troisième fois, il y a eu déjà un procès en appel, est-ce que vous pensez qu'on est sur une orientation d'élargissement? Est-ce que le complot de mai-juin 2019 est en train de mourir de sa belle mort? Premièrement, il ne s'agit pas d'un complot. Enfin, le complot selon l'acte d'accusation, c'est ce que j'entends. Évidemment, ce ne sont pas mes propos. Hein, oui, peut-être je rectifie, ce n'est pas un complot. C'est une simple réunion de concertation entre Saïd Bouteflika, Médiane et Madame Lisa Hannoun. Mais ce n'est pas du tout un complot, parce que le complot obéit à des critères très précis, que ce soit donc une rencontre secrète avec une résolution de changer de régime. Or, on voit mal quand même Saïd Bouteflika participer à un complot contre son frère quand même. Oui, mais enfin, en l'occurrence, il s'agissait d'un complot contre le chef d'état-major. C'est plutôt comme ça que c'est présenté. Une dernière question, maître Khaled Bourayou. Vous êtes aussi avocat de M. Ali Rdiri. Oui. Est-ce qu'on peut espérer une évolution positive dans son dossier? Oui, je crois qu'on peut espérer une sortie très heureuse, parce que la chambre d'accusation de la Cour d'Alger essayait quand même de mettre en œuvre le point de droit donc soulevé par la Cour suprême, et qu'on ne peut pas condamner et poursuivre Arder Diri pour avoir participé à une entreprise de démoralisation de l'armée tout seul. Donc, le fait de dire celui qui participe, ça veut dire qu'il y a une réunion, une organisation où au moins 2 personnes. Mais Ardiri seul ne peut pas faire l'objet d'une telle disposition. Donc on va attendre. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un enrôlement, une date qui a été fixée pour le procès? Pas encore. Je crois que le dossier était la signature au niveau de la Cour suprême. Il va descendre dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci, maître Khaled Bourayou, pour toutes ces informations. Merci à Texaha. À très bientôt.
très bientôt. Est-ce que, puisqu'on est dans un contexte où les choses vont très vite, est-ce qu'on peut imaginer ce retour de roue, je reviens toujours sur mon retour de roue, la recherche de l'homme providentiel qui peut relancer le système, le remettre sur pied. Tout à l'heure, on a évoqué le cas de l'IRDL. Est-ce que ça peut être une solution pour une présidentielle si jamais la solution Tebboune tombe à l'eau? Moi, je voulais rebondir sur ce que disait... On doit fermer. Il y a de l'écho. C'est bon. Donc, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne pense pas que la feuille de route se soit arrêtée ou a fini par devenir un échec, hein, en donnant l'exemple du référendum, etc. Je pense que la feuille de route d'Ahmed Gaïd Salah est décédée avec lui le jour même. Lui avait une feuille de route. Ce n'était pas le système ou le régime qui avait une feuille de route. Lui en avait une et on a essayé de faire avec après son décès. On s'est retrouvé, donc le pouvoir algérien s'est retrouvé avec une configuration telle qu'il fallait décider de qui allait le remplacer, quel serait le type de relation entre la présidence et l'état-major, quid de la question du ministre de la Défense nationale. Donc, il y avait un chantier qui devait être lancé en parallèle de la feuille de route politique promise par Abdelmajid Tebboune. Donc, on n'est pas dans cette configuration. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la configuration du 12-12, donc de Abdelmajid Tebboune, président avec à ses côtés un protecteur et quelqu'un qui dirige tout derrière lui, qui est Ahmed Gaïd Salah. Nous sommes réellement à la veille du 5e mandat. Avec les mêmes données, avec la même donne, qui disait qu'il fallait une sortie honorable pour le pouvoir, qui disait que quelque part à l'intérieur du pouvoir, on était conscient qu'il y avait un problème et que le peuple n'allait pas laisser passer cette configuration là ou même accepter quelconque promesse du pouvoir sans changement. Donc on se retrouve à cette époque-là, on se retrouve, disons, en décembre 2018, ironiquement, on est en décembre 2020, avec les mêmes personnages qui pourraient, pour le pouvoir, représenter, le pouvoir de l'époque, représenter une sortie de crise. Les mêmes personnages avec une différence, je te la repose la question avant de la poser à Jafar, avec la différence de l'absence d'un leadership dans l'arbitrage en décembre 2018. Le chef d'état-major a dit 5e mandat. Eh ben, moi je considère que le retour de Khaled Nazzar fait partie de cette recherche d'arbitrage à l'intérieur du régime. Ah d'accord. Moi, il n'est pas venu pour se sortir d'affaires, il est venu aussi pour jouer le parrain politique de l'ANP et essayer de trouver une solution. Aussi. Non, pas spécialement le parrain politique. Khaled Nazzar, je ne dis pas ça pour faire l'éloge de l'homme, hein, pas du tout. Khaled Nazzar est un des rares à l'intérieur de l'institution et à l'intérieur du pouvoir capable de dire des vérités, de dire non, de gueuler, d'insulter, etc. Et ils ont besoin de ça. D'écrire des livres, d'aller sur les plateaux, d'assumer ses positions. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Exactement. Et aujourd'hui, ils ont besoin de ça parce que ce qui reste de l'hégémonie d'Ahmed Gaïd Salah, il reste beaucoup d'acteurs qui sont encore à l'intérieur du système et qui ne dialoguent pas et ne sont pas capables de dialoguer avec ceux qui sont actuellement à l'intérieur du système. Donc ils ont besoin d'arbitrage. On sait que l'arbitre ne peut être Tawfiq parce qu'il a été exclu par Gaïd Salah. Khaled Nazzar pourrait éventuellement jouer ce rôle. Khaled Nazzar qui a toujours été quand même, les gens le perdent de vue, plus influent que Tawfiq. Il a été plus puissant, il était son chef, c'était le vrai président du HCE, enfin, on doit le dire comme ça, et donc en fait ce qu'il a affaibli c'est son départ à la retraite relativement, mais et ce qu'il a affaibli aussi, c'est un moment important de l'histoire, c'est que la solution Bouteflika, c'est une solution qui lui a été imposée. Hein. Lui n'était pas d'accord, ce qui montre un peu toutes les limites.
Réorganisation, reconfiguration, la crise du système, elle peut se résoudre avec ces bricolages, Jafar? Non, franchement non. Mais parce qu'entre temps, alors ça effectivement c'est la vie, c'est la vie comme je l'ai dit. Encore une fois, il y a deux phénomènes presque indépendants. C'est la crise du système, et ça c'est le déroulé de la crise du système. On s'intéresse à la crise du système, Absolument, on est obligé, c'est important. C'est la connexion des deux, encore une fois, qui fait la révolution. Et de l'autre côté, il y a alors évidemment il y a une donne nouvelle qui ont beaucoup de mal à appréhender, parce que quand on est dans une vision complotiste des choses, le paramètre population n'entre pas en ligne de compte. On se dit qui est-ce qui est derrière un tel et un tel dans tel et tel mouvement, et ça a été dit d'ailleurs sur la Hirak, comme vous le savez. Bon, sauf que le fleuve est sorti du lit. Et il se structure, il a des revendications claires et précises, et tout ce qu'on voit se dérouler sous nos yeux, qui est vraiment un discrédit de l'État, qui confirme qu'il y a une crise institutionnelle et que c'est le Hirak, c'est-à-dire c'est le mouvement citoyen qui apporte des solutions raisonnables et stabilisatrices pour l'État. Donc la question c'est comment prendre en compte ce mouvement-là, s'il y a une solution qui ne prend pas en compte ce mouvement-là, comme ça a été fait jusqu'à présent, avec notamment cette parodie de révision constitutionnelle qui a piteusement échoué, alors nous aurons la reproduction du même échec. Est-ce que ces nouveaux protagonistes, et c'est ça, on est à la recherche de protagonistes capables de comprendre cette donne et capables de véritablement ouvrir un dialogue, un peu comme l'ont fait les Soudanais, d'une certaine manière, mais dans un contexte totalement différent. L'Algérie n'est absolument pas le Soudan, on a une culture et une histoire politique totalement différentes. Là, il va falloir faire preuve d'innovation et trouver les moyens d'opérer cette transition absolument nécessaire pour l'avenir d'Algérie dans des termes, entre guillemets, raisonnables. Alors, en attendant de trouver cette solution, parce qu'effectivement, on a bien le sentiment que il se passe des choses pour essayer d'en trouver une, ne serait-ce que aujourd'hui, ce qui se dit sur la façon dont Abdelmadjid Tebboune a été obligé de communiquer, sur le fait qu'il n'emporte pas l'adhésion sur la poursuite de sa feuille de route, mais on est obligé de reconnaître quand même qu'en vitrine, en front office, on nous vend toujours la même feuille de route, puisque la commission d'Araba a été chargée par le président de préparer les élections comme si absolument rien n'était, donc nous ne tenons pas compte du 1er novembre. Et il y a quand même il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cet entêtement à poursuivre la même feuille de route et donc à organiser de nouvelles élections sous le régime de la nouvelle constitution, sans avoir engagé un dialogue national et travaillé sur une transition qui inclut le mouvement populaire, cette tentative, elle a plus de chances peut-être de réussir que le résultat piteux dont tu as parlé pour le référendum. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sièges cette fois-ci qu'on distribue, alors que pour la Constitution, il n'y avait pas d'enjeu de ce type. Oui, mais en même temps, il y a le Hirak, c'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement de protestation massif des citoyens qui s'est réaffirmé à travers le référendum du 1er novembre, et les partis qui n'en tiendraient pas compte et qui voudraient, entre guillemets, aller à la soupe, parce que dans les conditions actuelles, c'est ça que ça signifierait, ce ne sera pas une représentation nationale. On voit bien que les choses sont cadrées, on a une nouvelle constitution qui n'a pas été encore adoptée parce que matériellement, ce n'est pour l'instant pas possible, mais de toute façon qui est discréditée, donc politiquement, elle est déjà invalide. Alors même si elle est validée légalement, il y aura quand même un sacré problème. Et rentrer dans ce mécanisme-là, c'est prendre le risque d'être rejeté encore plus massivement qu'ils ne l'ont été à travers les protestations du Hirak première manière, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un risque majeur. Je pense que les partis politiques qui ont été quand même très, très secoués par le mouvement savent que leur avenir se joue là. S'ils font une erreur, et probablement certains l'ont fait et certains l'ont déjà fait, en faisant un geste en direction du pouvoir, en dépit du rejet manifeste de la population, eh bien, s'ils font cette erreur, ils en paieront le prix, je pense, un politique, je veux dire. Il émergera ailleurs une autre classe politique alternative qui jouera son rôle tôt ou tard. Akram, le référendum, il n'a pas réussi à débaucher réellement de poids lourds de la classe politique ancienne, surtout l'ancienne. Il n'a pas réussi à le faire. Peut-être que législative, il y a plus d'arguments pour le faire. Enfin, il y a eu Masser El-Jadid, qui est une invention de ces derniers mois, qui n'a pas beaucoup pesé. Il y a une grosse difficulté à renouveler la base du régime. Mais réellement, les législatives, c'est avec la pression, mais qui n'est pas dans la rue aujourd'hui du Hirak. Est-ce que vraiment on peut penser que le risque est très gros, encore une fois, pour le pouvoir d'aller vers les législatives et de se retrouver seul avec le FLN et le RND? Là, je pense qu'il y a deux lignes à l'intérieur du pouvoir. Il y a une ligne qui pense pouvoir maîtriser les choses à l'ancienne, donc en distribuant les allégeances, en organisant les allégeances, en organisant l'écosystème politique.
Il y a une seconde qui est plutôt pour tout refaire. Tout refaire et donc refaire à partir du haut et descendre. Et c'est en ça que je vois l'échec du référendum et probablement le futur échec des législatives. Hein. Entre nous, on va pas très sérieusement. Le pouvoir aurait voulu faire du référendum un succès, il en aurait fait un succès. Ils en ont les moyens. Ils auraient pu trafiquer les chiffres, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Il y a aujourd'hui un jeu à l'intérieur du pouvoir entre deux tendances qui sont pour la continuité et une autre qui est pour tout refaire. En commençant par le sommet, c'est-à-dire en commençant par enlever l'héritage tout à fait. Le dernier héritage de et je pense Salah, qui est le président Tebboune. Qui n'est peut-être pas son héritage, mais qui faisait partie de son programme. Moi, c'est ma vision. Et je ne pense pas qu'une commission à la Rabat puisse changer quoi que ce soit dans les dessins qui ont été décidés entre les... qui vont se jouer les prochains mois. Alors, on devait dérouler le fil politique de l'année dans cette émission, mais la partie de ces dernières évolutions a fait qu'on en a pris la partie la plus importante. La situation politique, on s'est finalement posé cette question, est-ce que ce n'est pas le retour à la situation hantée? Et moi, je suis acheteur de ce tableau. On est en décembre 2018, avec les délibérations de décembre 2018. D'ailleurs, il y a les mêmes concepts qui circulent, la conférence nationale. Il n'y a pas de prolongation du 4e mandat, mais ça y ressemble. Laissons Tebboune continuer, essayons de faire autre chose en parallèle. Il y a la phosphorescence de cette... Peut-être que février va revenir. Il n'y a pas février parce qu'il y a la pandémie, mais février est pendant et au-dessus de toutes les têtes. Mais si on va finir sur un échange sur quelque chose qui a marqué l'année 2020, sur laquelle vous avez intervenu, cette chose-là, tous les deux, c'est la crispation qu'il y a eu au Sahara occidental ces derniers mois. On évoque ce sujet, je suis un peu embêté parce que à chaque fois qu'on l'évoque, il y a du doubab marocain. Je ne sais pas si c'est entièrement que du doubab. La IHA. Voilà, la IHA marocain qui intervient de manière excessive sur les chats de YouTube chez nous et qui empêche en fait le débat habituel des gens, des suiveurs de Radio M. Nous, on a envie d'organiser un débat tranquille sur cette question, le plus tranquille possible. Mais malheureusement, ces interventions-là exacerbent une opposition Algérie-Maroc et rend très pénible les débats et les chahutes. Nous, on a envie vraiment d'accompagner nos auditeurs parce que c'est quand même une préoccupation et leur apporter des éléments. Alors, L'Khdari, Jafar, tu as signé un superbe blog chez nous à Maghreb Imagine Radio M sur le risque de ne pas bien évaluer le dérapage historique que pourrait être une guerre au bout du bout entre l'Algérie et le Maroc. Tout ce qui en y perdrait, qui n'est pas suffisamment pris en compte dans les débats et les commentaires aujourd'hui. Je ne saurais pas résumer tout à fait correctement ton brillant papier, mais c'est évidemment une interpellation qui a d'ailleurs eu beaucoup d'échos. Au moment où notre ami Akram Khrif ici avait dit dans une des interventions sur ce sujet-là que s'il devait y avoir quand même une reprise de l'activité militaire du Polisario, ce qui semble être déjà le cas, et que ça débouchait sur une guerre, il avait utilisé la formule de « c'est la vie », manière de dire que, à la limite, ce qu'il fallait faire pour qu'on n'y arrive pas là n'est pas arrivé, et donc c'est peut-être un risque qu'il faut assumer. Ce ne sont pas les mêmes positions. Alors, je demanderai d'abord peut-être à Akram d'expliciter sa formule. D'abord, on parlait du Polisario. Oui. D'accord. On ne parlait pas de l'Algérie. Mais même dans le cas de l'Algérie, je dirais c'est la vie aussi. Donc, j'assume. Si l'Algérie est entraînée dans le conflit. Non, regarde. Ce qui n'est pas arrivé officiellement en 75 ou 91. Il faut bien le rappeler. Chauffe, c'est très simple. Il y a une construction qui a été faite à la fin des années 80 et au début des années 90 d'un statu quo. Ce statu quo a voulu qu'il y ait des territoires libérés, un territoire algérien et des forces d'occupation marocaines derrière un mur de défense. Entre-temps, le Maroc n'a pas réellement développé d'intention belliqueuse de récupérer les terres libérées.
Le Polisario s'est tenu à carreau et a joué le jeu politique, et l'Algérie était ailleurs. Non, l'Algérie est loin de là. Les années 90. Il y a quand même une zone tampon entre le mur et la frontière algérienne, donc ça ne nous concernait pas. Aujourd'hui, si le Maroc décide de reprendre les territoires occupés, ça va probablement générer un conflit entre le Polisario et le Maroc, qui va se défendre. Le Maroc n'a jamais déclaré qu'il voulait... C'est dans cette éventualité-là. D'ailleurs, j'avais évoqué cette éventualité en parlant d'éventualité de guerre. J'avais parlé de deux options. Le Maroc, il ne me semble pas que dans sa communication, il est parlé de ça. Il a débouché, entre guillemets, le passage Guerguerat, mais il n'y a pas eu de communication pour dire on va aller chercher les 20% de territoire qui nous échappent. Voilà, ils ne l'ont pas dit, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Aujourd'hui, ils revendiquent ces territoires-là. Oui, évidemment. Donc, il se peut qu'ils aient à l'idée de le faire, de passer à l'acte. Donc, dans ce cas précis, il y aura une guerre. Il y aura un conflit qui sera localisé. Mais on est déjà dans une quasi-situation de guerre. De drôles de guerre, nous a dit notre ami Ali Al-Mrabt à partir de Barcelone. Il a intervenu dans le sujet parce qu'en fait, il y a plus de communication sur la guerre que de faits de guerre. C'est avant mai 1940. Et c'est le Polisario qui dit qu'il est en train de harceler les phares sur la longueur du mur. Ouais. Donc sans attendre que les phares ne tentent de récupérer les territoires libérés. Oui. La bande qui est en dehors du mur, qui est entre le mur et l'Algérie. Et donc, la Mauritanie surtout. Une réaction des phares du côté libéré du mur serait un casus belli entre les deux et pourrait provoquer une escalade, mais qui serait très locale et très localisée. Et l'issue de cette escalade sera un retour au statu quo ante, des négociations entre les parties, ou bien une reprise des Marocains de la partie, une occupation de cette partie-là. C'est les trois possibilités. Je n'ai à aucun moment parlé d'une guerre totale entre l'Algérie et le Maroc. Ce dont je parle, c'est d'une guerre localisée à cet endroit-là, qui pourrait aussi, qui pourrait aussi attirer l'Algérie de manière, j'allais dire, naturelle. Hein. C'est tout à fait naturel que l'Algérie estime qu'il y a agression contre des territoires libérés, des territoires qui ont été arrachés par le Polisario au Maroc et qui font l'objet d'un traité de paix signé par le Maroc et le Polisario. Javad Khdari, c'est ce scénario du conflit limité sur lequel tu pointes le risque qu'on passe à autre chose, et tu cites d'ailleurs beaucoup toutes les guerres, les grandes guerres européennes qui sont parties au départ de conflits limités. C'est un scénario bien connu, c'est ce qu'on appelle aussi l'escalade d'engagement. En général, quand les choses commencent, on pense que, très souvent d'ailleurs c'est ce qui fait que les états-majors se disent, elles pensent avoir un avantage stratégique d'abord, et il peut même y avoir des reconfigurations d'alliances qui donnent cette assurance, donc c'est-à-dire cette fois-ci on va y aller, et puis et donc on pense en général que ça va être un conflit court, limité, qu'il y a un but de guerre bien défini, et c'est une illusion. C'est une illusion, surtout quand on a affaire à deux adversaires d'à peu près de taille équivalente et qui peuvent compter sur des alliés importants qui, le cas échéant, peuvent venir à la rescousse pour alimenter cette escalade. Le problème, c'est que les escalades, en général, personne ne les veut. C'est ça, dans ce fameux article que tu cites, il y a on décortique, il y a cet ouvrage qui a été un best-seller en géopolitique, parce qu'il a décortiqué un peu cet événement crucial de la Première Guerre mondiale. Il a montré qu'en réalité, tout le monde était prêt à un conflit, mais personne n'en voulait vraiment. Et qu'à un moment donné, il y a eu un engrenage qui s'est mis en place que personne n'a vraiment voulu. Je me rappelle, par exemple, le Kaiser partait en vacances, il avait son yacht qui était déjà prêt, et puis son état-major le rappelle, elle te dit, il y a quelque chose de sérieux. Là, Août 14. Il va falloir prendre une décision. Alors là, il annule ses vacances. S'il était vraiment dans une configuration de guerre, il ne serait pas parti dans un schéma comme ça, personne. Bon, bref, c'est un scénario classique, hein, c'est ce qu'on appelle encore une fois l'escalade d'engagement. C'est aussi, par exemple, le cas des États-Unis
États-Unis au Vietnam, ils engagent quelques conseillers, 10 000, et puis ils n'auraient jamais imaginé que quelques années plus tard, ils seraient 500 000 dans un bourbier invraisemblable. Et moi, je pense, contrairement à ce que pense Akram, que ce scénario est parfaitement possible pour les raisons que j'ai indiquées, parce qu'il y a tout un tas d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont catastrophiques. Et ce que tu indiques tout à l'heure concernant les commentaires de Doubab marocain ou autres, fait partie du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas dans la génération post-indépendance, on a des générations de Marocains et d'Algériens qui ne se connaissent pas et qui vivent avec une caricature. Moi, je connais bien le Maroc, j'y ai vécu. C'est un peuple extraordinaire que j'apprécie énormément et que je considère comme un peuple frère, au sens fort du terme. Pour ça que je suis, entre autres, et j'ai vécu aussi en Tunisie, donc moi, je me sens profondément maghrébin. Et personnellement, l'hypothèse même d'un conflit avec le Maroc, pour moi, c'est quelque chose que je vis personnellement comme vraiment quelque chose d'insupportable. Bon, mais alors, tu dis que le risque existe parce qu'on se connaît mais plus. Oui, les nouvelles générations parce que précisément, ils ne se connaissent pas. Et je suis stupéfait quand je suis pas allé au Maroc depuis longtemps, mais j'ai eu parfois quelques discussions et je suis stupéfait de voir l'ignorance aujourd'hui respective des Algériens à l'égard du Maroc et des Marocains à l'égard de l'Algérie. C'est très caricatural. Ignorance doublée même d'une hostilité parfois stupéfiante et qui rappelle effectivement les opinions qui existaient en Europe avant la guerre, où on avait construit ce schéma de l'ennemi naturel. C'était pas seulement le problème des états-majors, c'est aussi les opinions qui sont prêtes. Mais peut-être, Jaffa, ce qui laisse penser, on va aller vite parce qu'on arrive sur la fin de l'émission et qu'il est tard et le couvre-feu arrive, peut-être ce qui laisse penser quand même au scénario du conflit limité, c'est que pendant très longtemps, le conflit était très intense, mais il est resté limité. Et c'est ça la référence de 64. Oui, il y a même eu des centaines de soldats et d'officiers marocains arrêtés par le Polisario et détenus en arrière-base, en arrière du front, à Tindouf, en Algérie. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les raisons pour que le Maroc, le droit de poursuite, évoqué souvent par Hassan II, mais jamais exécuté. Donc on doit se dire, j'imagine aujourd'hui encore, qu'il n'y a pas de raison pour que ça soit différent cette fois-ci, si ça devait malheureusement advenir. Encore une fois, j'ai cité, faut voir aussi la géopolitique de l'ensemble du monde arabe. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ont sombré aussi dans des conflits que tout le monde pensait maîtrisables et limités, et qui ont emporté des États entiers dans cette... On constate qu'en Libye, il y a des ingérences et une destruction d'un État, et on dit que là, ce sera forcément un conflit limité. Qui vous le dit vraiment ? Et ceux qui sont précisément dans un état de suspicion légitime par rapport à ce bouleversement qui concerne l'ensemble du monde arabe, feraient bien de s'interroger sur ce potentiel conflit que nous avons laissé stagner à nos frontières. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et il faut prendre. C'est pour ça que moi, je suis sur la position. Il y a une solution dans le cadre maghrébin qui était déjà actée au moment du traité de l'UMA, et même si l'UMA est probablement dépassé aujourd'hui, en tout cas, c'est l'esprit qui l'animait, qui devrait aujourd'hui inspirer aussi bien les régimes marocains et algériens pour trouver une solution à ce potentiel de crise. On aura l'occasion de revenir sur ce débat parce qu'on a bien le sentiment qu'il va jalonner une partie de l'année qui commence. Enfin, on espère que pas de façon dramatique. Et donc, on ne va pas pouvoir aller au bout de cette discussion. On voulait juste rappeler les positions des autres. Non, moi je voulais... parce qu'on a cité un conflit du XXe siècle, je voulais en citer 3 du XXIe. La Crimée, la Géorgie, le Karabakh, très récemment, des conflits très limités dans le temps qui ont opposé des nations surpuissantes qui se sont terminés très rapidement et qui ont donné des résultats. Bon, mauvais, c'est à l'histoire de juger, mais comparer la Première Guerre mondiale à ce qui pourrait se passer entre l'Algérie et le Maroc, je pense que c'est totalement disproportionné. On n'est pas du tout dans cette configuration, ni dans le bon siècle, ni dans le bon siècle, ni dans la bonne région géographique. Je pense qu'on ne peut pas... D'une guerre totale ? Ah si, totalement. D'une guerre totale ? Totalement. On aura plusieurs occasions. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas laisser ce risque. On voit bien qu'on a, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a plusieurs conflits à toutes nos frontières. Et on a ce conflit potentiel qui reste. C'est un risque qui est intolérable. Tout à fait. Il y a d'ores et déjà... Mais attendez, mais pourquoi il faut le traiter ? Parce que déjà, il y a un coût direct et indirect
exorbitant, notamment en dépenses militaires, des deux côtés. Et on peut craindre qu'un jour ces dépenses unitaires soient utilisées. Et troisièmement, il y a le coût du non-Maghreb, qui est énorme, et notamment qui se paye politiquement par la Libye. Donc ça doit être réglé dans le cadre maghrébin et de manière intelligente, comme ça a été le cas avec l'UMA. Merci Jafar, merci Jafar Khadari, merci beaucoup d'avoir animé avec nous ce Café Presse Politique. Merci Akram Kharif d'être revenu en présentiel avec nous au Café Presse Politique. Machel Khara, j'espère. On va se souhaiter, je remercie aussi les intervenants, le maître Nabil Ismail et maître Khaled Bourayou de nous avoir éclairé de leur lumière sur les dossiers juridiques qu'on a évoqués tout au long de cette émission. J'espère de tout cœur que Khaled Rani sera avec nous la prochaine fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition. Inch'Allah, l'Arba al-Jaya. Ce sera la veille, l'Arba al-Jaya. Et tous les autres prisonniers politiques. Lui, c'est un peu oui, bien sûr. Le prisonnier emblématique. Et donc, ça signifierait que d'autres sont sortis. Il y en a qui redoutent que, par la même occasion, on libère des oligarques. Ça nous fera des débats sur Café Presse Politique. Encore une fois, merci. C'est pas le dernier CPP de l'année, mais j'ai un peu la tonalité d'un dernier CPP de l'année. On se donne rendez-vous à mercredi prochain. Portez-vous bien et merci de nous suivre. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.